Les ogres. Texte choisi par Claude Archambault. C'était une famille pauvre de 7 filles. Un jour, le père voulut recevoir quelques amis chez lui et il rapporta à sa femme 7 pains et 7 poissons pour le repas. La mère attendit le soir que ses filles s'endorment avant de se mettre à la cuisine. Cela leur arrivait tellement rarement, un bon repas, qu'elle craignait de ne pas pouvoir résister à ses filles si elles lui réclamaient quelque chose. Mais cette nuit-là, la plus jeune des filles fut réveillée par l'odeur de friture qui se répandait dans toute la maison. Intriguée, elle se leva et alla voir sa mère à la cuisine. « Ma mère, j'ai soif. » La mère lui servit à boire, mais ne put s'empêcher de lui donner aussi un pain et un poisson. « Surtout, n'en dis rien à tes sœurs, » recommanda-t-elle. La petite savoura lentement le plat et retourna se coucher dans la chambre où elle dormait avec ses sœurs. Mais là, elle réveilla l'une d'elles et lui dit « Notre mère fait cuire du pain et du poisson. Tu devrais aller la voir. Je suis sûre que tu en auras aussi. » La seconde fille trouva un prétexte pour aller à la cuisine et la mère lui donna le second pain et le second poisson. Toutes les sœurs se relevèrent les unes après les autres et chacune mangea sa part, si bien que lorsque le père arriva avec ses amis, il ne trouva plus rien à leur offrir. Le père, en colère, résolut de se venger de ses filles, de se débarrasser d'elles. Il alla les trouver dans leur chambre le lendemain matin et il leur dit « Qui aime son père, vient avec lui. » Et les 7 filles s'empressèrent autour de lui. Il les emmena loin du village, jusqu'à un puits abandonné. Là, il fit mine de laisser tomber sa chéchia au fond du puits, et il dit alors à ses filles « Qui aime son père, descend au fond du puits et rapporte la chéchia. » « Moi !» Et les descendit au fond du puits. Quand elles furent arrivées au fond, il laissa tomber le bout de la corde, recouvrit l'ouverture du puits avec une grande dalle et s'en retourna chez lui. Les 7 filles restèrent longtemps dans le noir, sans manger ni boire. Mais la plus jeune, résolue à ne pas se laisser dépérir, commença à creuser dans la paroi du puits. En déterrant une racine, elle aperçut un mince faisceau de lumière. Elle continua à gratter et découvrit dans la lumière une ogresse aveugle, en train de moudre son blé. Elle se faufila par le trou, et sans faire de bruit, elle prit un peu de farine et ce qu'il fallait pour se faire un pain. Quand le pain fut cuit, elle repassa discrètement par le trou du puits et le reboucha derrière elle. Les 7 sœurs firent un festin de ce pain encore chaud. Et chaque jour, la petite réussit à les nourrir ainsi jusqu'au moment où l'ogresse reçut la visite de sa sœur. Elle lui confia « Tous les jours, j'entends marcher à côté de moi dans la maison. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me vole mon blé. » Sa sœur remit à l'ogresse aveugle une canne de bois pour attraper le voleur, et le lendemain, quand la petite revint cuire son pain, elle fut coincée par l'ogresse. La petite fille se débattit, brisa la canne et se sauva. Alors, l'ogresse imagina de prendre une canne en fer et put garder cette fois la petite fille prisonnière jusqu'au retour de sa sœur. Elles étaient toutes deux décidées à la manger, quand la petite fille s'écria « Non, non, garde-moi avec toi. Comme tu es aveugle, je pourrai m'occuper du ménage et de la maison, et je serai comme ta fille. » Les ogresses acceptèrent, et la petite fille prit son service dans la maison sans oublier de porter chaque jour quelque chose à ses sœurs.
Cependant, non contente de cette situation, la petite se creusait la tête pour trouver le moyen de faire disparaître les deux ogresses. Elle fit un grand feu dans le four à pain un matin, et elle demanda à l'ogresse aveugle de lui apprendre à faire le pain. Tu monteras sur mon dos et tu m'expliqueras pendant que moi je ferai ce que tu me diras. Elle fit grimper l'ogresse sur son dos et la jeta, la tête la première, dans le feu. L'ogresse éclata et se consuma peu à peu. Alors arriva la sœur de l'ogresse, à qui la petite fille demanda « Ma tante, depuis ce matin j'essaie de faire du pain et j'y arrive pas. Pourrais-tu m'expliquer comment on applique la pâte sur la plaque ?» L'ogresse se pencha devant le feu pour lui montrer, et la petite la poussa de toutes ses forces dans le feu où elle éclata, comme sa sœur. L'ogresse gémissait au milieu des flammes et suppliait la petite fille. « Ma petite Aïcha, délivre-moi et je te donnerai ce qu'il y a sous la dalle verte. » La petite fille ne bronchait pas. « Délivre-moi et je te donnerai ce qu'il y a sous la dalle blanche. » La petite fille ne bougeait pas. « Délivre-moi et je te donnerai ce qu'il y a sous la dalle rouge. » Après avoir énuméré toutes les dalles, l'ogresse disparut en cendres. La petite fille souleva toutes les dalles qu'avait indiquées l'ogresse et déterra des monceaux de sacs d'or enfouis dans la terre. Elle courut retrouver ses sœurs, les fit passer par l'ouverture qu'elle avait pratiquée dans le mur et leur fit visiter la maison de l'ogresse. Enchantées par les lieux, elles prirent possession de la maison qu'elles transformèrent en un magnifique palais. Autrefois, il y a longtemps, vivait un couple, un mari et son épouse qui s'aimaient tendrement. De leur union était née une fille et un garçon. Rien ne vint troubler le bonheur de cette famille pendant quelques années. Mais un jour, la mère tomba malade et mourut, sans qu'on pût rien pour la sauver. Comment faire pour cet homme avec deux jeunes enfants à élever ? Il prit une seconde épouse, qui rapidement se sentit peu d'affection pour les petits. Elle mit au monde plusieurs enfants, qu'elle entoura d'un amour jaloux, tandis que s'affirmait sa haine à l'égard des deux orphelins. Le père était un brave homme. Il aimait bien toute sa progéniture, sans distinction. Mais, à force d'entendre sa femme se plaindre des aînés, il finit par les prendre en grippe lui aussi, tant et si bien que les deux enfants ne purent plus compter sur l'amour de personne. Désespérés, ils décidèrent un matin de fuir cette famille où ils n'avaient plus leur place. Ils prirent le chemin de la forêt. La nuit les surprit alors qu'ils erraient sans but et sans point de repère dans une jungle obscure. À un moment, de loin, ils aperçurent la lueur vacillante d'une flamme. Ils se dirigèrent vers elle. Un bon feu brûlait. Ils vinrent s'asseoir auprès de deux étranges créatures, un homme et une femme d'aspect sauvage et la mine caverneuse. Comme les petits étaient fatigués, ils acceptèrent les menus morceaux qu'on leur tendit et s'endormirent rapidement. Le garçon s'était étendu près de l'homme et la fillette s'était blottie à côté de la femme. Ces deux créatures, on l'a compris, étaient un couple d'ogres. Elle, c'était une gentille ogresse animée de sentiments presque humains. Mais son mari, quel méchant ogre c'était celui-là. Il dit à sa compagne: « Tu vois, nous devions nous mettre en chasse de bonne chair fraîche, mais voilà qu'elle se présente à nous toute seule. Quelle aubaine !»
et il commença à planter ses crocs dans la chair du garçon. Dans son sommeil, le petit s'adressa à sa sœur. « Grande sœur, il me semble qu'on me mord, quelque chose m'a piqué. » La fillette lui répondit, tout endormie. « Allons, dors donc, tu ne sentiras plus rien. » Et elle se retourna contre le giron de l'ogresse. Pendant ce temps-là, l'affreux monstre dévorait tranquillement le pauvre garçon. Quand l'ogresse vit qu'il ne restait plus que des os, elle craignit pour sa protégée et songea à la laisser fuir. De peur que son mari la poursuive, elle lui remit en cachette une poignée de cendres, un peu d'huile, un peigne et une branche de vieux bois mort et sec. « Va, prends ça, lui dit-elle. Quand le vieux sera sur le point de te rattraper, tu n'auras qu'à lui en jeter dans les jambes. Cela le ralentira et te donnera un répit pour fuir le plus loin possible. » La fillette cacha tous ses objets sur elle et s'esquiva en douce. Elle n'était pas encore bien loin quand l'ogre se sentit l'envie de goûter à sa chair tendre. Il la chercha, interrogea sa femme. « Où est donc passée cette gamine ?» La petite, je ne sais pas, moi, où elle est. Le monstre renifla, huma l'air et sentit une odeur de jeune viande flotter sur le sentier qu'il suivit à la vitesse de ses grandes jambes d'ogre, et il eut vite fait de découvrir l'orpheline qui détalait au bout du chemin. « Attends, hé, petite, attends !» Quand il fut presque sur elle, elle se retourna vivement et lui envoya la poignée de cendre en plein visage. Cela fit comme une écharpe de brume qui aveugla le vieux. Il s'arrêta, éberlué, se frotta les yeux et souffla très fort. Son haleine puissante, d'un seul coup, dissipa le nuage et il put reprendre sa course derrière la gamine qui avait pris de l'avance. « Attends, hé, petite, attends !» À force de déplier ses grandes jambes, il l'avait presque rattrapée. Affolée, elle renversa un peu de l'huile que la vieille lui avait donnée. Ces quelques gouttes, en touchant terre, se transformèrent en un flot déferlant, semblable à celui du Gange lui-même. Mais le monstre... Oh, je suis capable d'assécher les océans, alors ce n'est pas cette rivière de rien qui va m'arrêter. Et il se mit à boire toute l'eau du fleuve. Mais, à mesure qu'il buvait, toute l'eau ressortait dans son urine, si bien que le fleuve avait l'air de le traverser de part en part. Sa progression, bien sûr, en souffrit. Alors, bloquant sa vessie et serrant les fesses, il continua de boire, de boire. Quand il eut absorbé tout le fleuve, il avait le ventre tellement gonflé qu'il ne pouvait plus faire un pas. Il s'allongea sur le dos pour cuver sa boisson. Tandis qu'il gisait là, des faisans sortirent des fourrés, attirés par l'espoir de picorer quelque nourriture. De leur bec, ils transpercèrent le ventre de l'ogre d'une multitude de trous, et ils en eurent le bec tout rouge pour le restant de l'histoire. Aujourd'hui encore, les faisans d'ici ont le bec rouge. L'eau put alors s'écouler en grands flop-flop, formant une rivière qui finit par se perdre entre les arbres et les buissons. Toutes ces minuscules blessures ne le faisant que peu souffrir, le monstre se remit debout et, à grandes enjambées, reprit sa poursuite. Il courut et fut sur le point de rattraper la fillette. « Attends, hé, petite, attends !» Elle se retourna et jeta le peigne, dont les dents se changèrent aussitôt en autant de tiges de bambou drues et serrées qui barrèrent la route de l'ogre. On sait que les ogres ont les dents acérées, comme celles des rongeurs. Il grignota donc si fort qu'il dégagea le chemin et put repartir. Il reprit sa course. « Attends, hé, petite, attends !» Elle lâcha alors la branche de vieux bois sec qui s'enfonça en terre, germa sur le champ et poussa en hauteur, en largeur, pour devenir un taillis infranchissable. Comme avant, il rongea, rogna, cisailla à coups de dents. Un ogre, ça en a de bonnes. Et se fraya ainsi un passage à travers cette végétation épaisse. Il bondit en avant. Par bonheur,
Kamdenu, la vache céleste, qui exauce tous les souhaits de celui qui parvient jusqu'à elle, Kamdenu donc broutait par là. L'orpheline la héla. Oh, Kamdenu, cache-moi dans ton ventre, vite! Un ogre me poursuit. La vache accepta et ouvrit la bouche. La fillette sauta dedans pour s'installer à l'abri de sa panse. Quand l'ogre arriva près de la vache, il chercha des yeux sa proie. Mais où était-elle donc passée? La bête ne put le renseigner. Elle assura ne rien savoir. Elle fit mine de regarder devant, derrière, et de chercher vraiment. Elle se tenait habituellement sur un sommet qui, d'un côté, tombait à pic jusqu'à une rivière coulant tout en bas. Le vieux voulut se pencher pour voir, toujours occupé à chercher la gamine. La vache en profita pour s'approcher et lui donner un grand coup par derrière. La violence du choc le déséquilibra et il bascula dans le vide. Dans cette falaise, de la végétation avait poussé. Il put donc se rattraper des deux mains à une liane. Il resta ainsi suspendu au-dessus du précipice. Un vautour, venu voir s'il n'y avait pas là quelque charogne déchirée, s'approcha d'assez près. La petite ressortit de la panse, miraculeuse, et lui cria « Oh, grand-père, attention au vautour! Oh, il va te dévorer, chasse-le! Tape un coup dans tes mains pour l'effrayer, comme ça !» Et elle claqua ses paumes l'une contre l'autre. Comme le vautour avait l'air d'insister, l'ogre claqua des mains. Mais, ayant lâché sa prise, il tomba dans le vide. Il mourut noyé dans la rivière, et le courant l'emporta. La fillette pouvait enfin vivre en paix. On dit que s'il y a aujourd'hui des crocodiles dans les fleuves et dans les mers, c'est parce qu'ils sont sortis du cadavre de cet ogre. Là-bas, dans les montagnes de la fureur pourpre, il y a bien longtemps, 10 ogres, hauts de 5 mètres, habitaient le château de Hurlefort. Le premier s'appelait Armand l'Arbalétrier, et ses flèches tuaient un sanglier à 700 mètres. Le deuxième, Bertrand Brouillard, assurait la défense du château, le rendant invisible aux ennemis. Le troisième, Claude le kleptomane, quittait chaque mois les montagnes, gagnait la ville au puits profond, volait dans les magasins habits et ustensiles de ménage. Le quatrième, Daniel le déguisé, portait tantôt un masque de tigre, tantôt un masque d'oiseau, et effrayait les voyageurs qui traversaient les montagnes de la fureur pourpre. Le cinquième, Ernest l'ergoteur, chicanait, discutait, cherchait querelle à tous et à chacun. Le sixième, Félix Ferrailleur, pouvait embrocher sur son épée 3 hommes et 3 femmes pour les cuire à feu vif. Le septième, Grégoire grimpeur de rocher, escaladait les pics les plus hauts et lançait des blocs de 16 tonnes sur les diligences qui roulaient sur la route en lacet. Le huitième, Hubert l'hydrophobe, ne se lavait jamais et ne buvait, par terreur de l'eau, que des alcools à 98 degrés. Le neuvième, Isidore l'instituteur, qui croyait aux anciennes méthodes d'enseignement, faisait copier 20 fois à ceux qu'il allait tuer les recettes selon lesquelles il serait mangé. Le dixième, Jonathan le jongleur, divertissait les autres géants en jonglant avec des fémurs et des humérus. Les 10 géants étaient des frères, ils s'entendaient comme les doigts des 2 mains, comme larrons en foire, comme épis dans un champ de blé. Ils ne se querellaient jamais.
n'étaient jamais une gêne l'un pour l'autre. Chacun dans le château du Hurlefort habitait 2 pièces avec cuisine et salle de bain. Chacun possédait d'innombrables plats, assiettes, verres, couverts, casseroles et rôtissoirs. Pourtant, la plupart du temps, les 10 ogres mangeaient ensemble leurs victimes dans la salle d'honneur du château. Chacun avait ses préférences culinaires. Armand l'arbalétrier aimait les pieds humains à la Sainte-Menehould. Bertrand Brouillard préparait les mains aux petits oignons. Claude le kleptomane dévorait les oreilles craquantes, flambées aux kirsch. Daniel le déguisé faisait des potées à 4 viandes. Bœuf, mouton, porc, homme. Ernest l'ergoteur cuisait des foies humains au vin rouge. Félix Ferrailleur partageait avec ses 9 amis les 6 humains qu'il embrochait sur son épée. Grégoire, grimpeur de rocher, adorait le gigot d'homme, farci aux truffes. Hubert l'hydrophobe se cuisinait un faux filet d'homme au whisky. Isidore l'instituteur préférait les cervelles de femmes en matelote. Jonathan le jongleur grignotait de tous les plats que les autres préparaient. C'est l'amour qui brisa la fraternité des ogres. Cousine des 10 frères, Karine la câline, une jeune ogresse rousse, qui ne mesurait que 3,60 m, toujours vêtue d'un kimono indigo, vint passer un mois de vacances au château du Hurlefort. Amoureux d'elle, jaloux, les frères en perdirent l'appétit. Ils se battirent à coups de couteau et de fourchette. Ils se lancèrent à la tête plats, rôtissoirs, rouleaux à pâtisserie, presses purées, assiettes et verres. 5 ogres moururent dans ces batailles. Claude le kleptomane, Ernest l'ergoteur, Félix Ferrailleur, Grégoire grimpeur de rocher, Hubert l'hydrophobe. Toute la vaisselle fut fracassée, à l'exception d'une seule assiette. Puis, à la fin de son mois de vacances, Karine la câline prit ses valises, quittant les 5 derniers frères et le château ravagé. Elle partit pour Paris, bien décidée à faire le malheur de multiples autres ogres. Elle sifflotait un petit air joyeux en descendant à pied, chaussée de ses bottes de 7 lieues mauves, la route en lacets qui l'éloignait de Hurlefort. Les 5 ogres pleurèrent de grosses larmes, dont chacune était d'environ 1,5 litre. Karine disparut, la mort de leurs frères, le spectacle désolant de la vaisselle en miettes les affligeait. Comme Claude le kleptomane était enterré dans les douves du château, il n'y avait plus personne pour aller voler de nouvelles assiettes. Ils décidèrent d'accumuler dorénavant toute la nourriture sur la seule assiette plate utilisable, bien qu'ébréchée, et de se méfier des ogresses trop belles. Il était une fois un pauvre homme et sa femme qui n'avaient pas d'enfants et qui s'en désolaient. Leur vie était monotone et sèche. Tous les soirs, dans leur cabane, ils s'asseyaient devant le feu, les mains sur les genoux, et regardaient brûler le bois en rêvant tristement. Un de ces soirs-là, la femme aux joues maigres, aux yeux mélancoliques, dit à son mari: Puisque le bonheur de vivre pour un enfant ne nous est pas donné, peut-être pourrions-nous trouver un animal qui ait besoin de nous? L'homme répondit, en attisant les braises: Femme, tu as raison. Demain, j'irai dans la forêt et je ramènerai la première bête perdue qui traversera mon chemin. Le lendemain, de bon matin, il va par la forêt. Le premier animal qui traverse le sentier, devant lui, est un ver de terre. L'homme se penche, le saisit entre le pouce et l'index et le ramène chez lui. Sa femme l'attend sur le pas de la porte. Il lui dit: Regarde, ce n'est qu'un ver de terre, mais si tu veux, nous ferons de lui notre fils bien-aimé. Nous l'appellerons Nyoko. Il le dépose dans une écuelle sur la table.
Aussitôt, sa femme cherche de quoi le nourrir. Elle ramasse une feuille de salade, quelques brins de légumes et les dépose près de lui. Le lendemain, ses parents adoptifs s'aperçoivent, consternés, qu'il n'a rien mangé. Pourtant, il a grandi. En une seule nuit, Nyoko, le ver de terre, est devenu assez long et assez fort pour ne plus tenir dans l'écuelle. Sa mère adoptive lui donne cette fois une tasse de lait qu'il n'apprécie pas plus que les brins d'herbe de la veille. Alors, l'homme, revenant vers midi de la chasse, lui tend dans le creux de sa main le cœur d'un oiseau qu'il vient de tuer. Aussitôt, Nyoko dévore ce cœur avec une gloutonnerie frénétique. De petites dents pointues ont déjà poussé dans sa gueule. Merveille. Tu as trouvé la nourriture qui lui convient. Du cœur d'oiseau. Les jours passent et Nyoko grandit, dévorant chaque matin des cœurs d'oiseaux. Mais maintenant, il ne se contente plus de cœurs de colibri ou d'alouette. Il lui faut des cœurs de vautour, des cœurs d'aigle. Ainsi, l'homme, pour le contenter, devient un chasseur redoutable. Plus rien ne bouge dans les feuillages dès que le père de Nyoko s'avance sous les arbres, son arc à la main. Alors, il chasse les tigres, les lions, les singes. Il donne leur cœur à manger à Nyoko et Nyoko grandit encore. Il est maintenant un serpent gigantesque. Quand il dort dans l'herbe, son corps fait 2 fois le tour de la cabane. Il pourrait la broyer s'il voulait. Mais, les yeux mi-clos, au grand soleil, tout au long de la journée, il ne fait que siffler entre ses formidables mâchoires. J'ai faim, j'ai faim. Pour l'apaiser, l'homme chasse et tue sans repos. Bientôt, les tigres, les lions, les singes désertent la forêt. Et Nyoko a toujours faim, terriblement faim. Alors, son père taille de nouvelles flèches et part à la chasse aux hommes. Il rôde à la lisière d'un village et se met à l'affût. Une jeune fille vient vers lui, sur le chemin, portant sur sa tête une cruche d'eau. Il se dresse, il tend son arc, mais il n'a pas vu le guerrier qui, à quelques pas de lui, derrière un rocher, affûtait son couteau. Le couteau siffle avant la flèche. Le père de Nyoko s'abat dans la poussière, sans un cri. Mort. À une journée de marche, Nyoko, devant sa cabane, fait grincer ses dents pareilles à des poignards. Il grogne. J'ai faim, j'ai faim. Il rugit inlassablement jusqu'au crépuscule. Alors sa mère, caressant ses écailles, lui dit « Va, mon fils. Puisque ton père ne revient pas, pars à sa recherche. Et s'il lui est arrivé malheur, sois sans pitié. » Nyoko s'en va. Son corps colossal bouscule les arbres et les déracine. Maintenant, des millions de serpents poussent sur son dos et lui font comme une épouvantable fourrure vivante. Il parvient au village où son père est venu chasser des cœurs humains. Il découvre celui qu'il aima trop couché au centre de la grande place, un couteau dans la poitrine. Alors, Nyoko s'enroule autour du village et lentement resserre son étreinte, broyant les huttes. Mais les hommes ont fui dans la forêt, armés de flèches, de javelots, de torches enflammées. Ils allument autour de Nyoko un incendie, un rempart de feu crépitant. Nyoko hurle, son rugissement fait trembler la terre. Il s'enflamme, bondit dans le ciel, si haut
qu'il n'est jamais redescendu sur terre, où la paix est enfin revenue. Depuis, les vieux Indiens disent, désignant la voie lactée dans le ciel nocturne, c'est le serpent Nyoko qui aimait tant les cœurs vivants. Maintenant, l'affamé là-haut mange les astres, et grandit toujours, et grandira jusqu'à ce qu'il ait dévoré l'univers. Il arriva un jour dans une ville totalement vide d'habitants. Les rues étaient bordées de boutiques pleines à craquer de marchandises de toutes sortes, mais de boutiquiers, point. De clients, point non plus. Intrigué, Dickpal alla par les rues désertes, ne sachant que penser ni comment orienter ses pas. Il finit par se heurter à la grille grande ouverte d'un palais. Nulle sentinelle ne lui barrant la route, il entra. Ces lieux étaient aussi déserts que le reste de la ville. Il passa de pièce en pièce, sans entendre aucun bruit, sans trouver aucune trace humaine. Ni roi, ni reine, ni courtisan, ni valet, ni suivante. Partout, le vide et le silence. Au fond d'un couloir, une porte était restée entrebâillée. Il la franchit pour se trouver dans un petit salon très délicatement décoré. En se retournant vers le fond de la pièce, il vit, endormie sur un lit en or, une délicieuse jeune fille. Embarrassé autant que ravi, il resta là un long moment à la contempler. Comme elle ne bougeait toujours pas, il s'approcha. Il lui semblait qu'elle ne respirait pas. Cependant, la main était chaude, la peau souple. Il eut tout à coup la certitude, malgré les apparences, que la belle était bien vivante. Il décrocha un miroir pour l'approcher de sa bouche entr'ouverte, mais il se cogna maladroitement au lit, et une baguette accrochée là tomba et vint heurter le front de la dormeuse. À ce moment, celle-ci ouvrit les yeux. En apercevant Dickpal, elle crut à une vision et se frotta les paupières. Mais non, elle ne rêvait pas. Le garçon remuait, souriait. Soudain nerveuse, elle s'assit sur le bord du lit et bégaya des propos étranges. « Si tu tiens à la vie, ne reste pas ici. Va-t'en, ils vont te dévorer. » Dickpal voulut connaître les raisons de cet affolement. « Nous vivions heureux dans cette ville dont mon père était le roi. Mais un jour, les ogres sont venus. Ils ont dévoré tout le monde. Je dois la vie à une vieille ogresse qui m'a prise en affection, m'a adoptée, et maintenant me protège tout en me retenant prisonnière. Mais toi, si les ogres te trouvent ici, ils ne feront de toi qu'une bouchée. Va-t'en, ils ne vont pas tarder à rentrer et ton odeur va les alerter. Les ogres battent la campagne tout le jour en quête de proies nouvelles, leur appétit étant insatiable. Ils ne reviennent ici que le soir tombé. De peur que je m'enfuie, la vieille ogresse, au moment de partir, me touche de cette baguette d'argent pour m'endormir. Et le soir, lorsqu'elle est de retour, elle m'éveille d'un coup de cette baguette d'or. Et elle désigna la baguette que Dickpal venait de faire tomber l'instant d'avant en s'approchant du lit. Tout en parlant, elle examina son visiteur. En réalité, elle lui trouvait fort bonne allure et se sentait conquise. Aussi, ne songeait-elle plus à le renvoyer. « Et toi ? Qui es-tu ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle doucement. Il lui raconta comment il était parvenu jusqu'à elle, et ils bavardèrent encore un moment. Mais à l'approche du soir, elle redevenait nerveuse. « Prince, il ne fait pas bon rester ici. Sauve-toi maintenant. Les ogres ne vont plus tarder. » « Ma belle, décida Dickpal, je ne te laisserai pas. Indique-moi une cachette, j'y passerai la nuit, et demain nous aviserons. » Elle lui conseilla de se dissimuler sous un tas de feuilles que plus personne n'avait balayé depuis longtemps dans la cour est du palais.
Avant de la quitter, il lui promit de revenir le lendemain dès le départ des ogres. Puis il la toucha avec la baguette d'argent, la contempla un instant et s'éloigna vers la cour indiquée. À peine enfoui sous les feuilles, il perçut au loin comme un roulement de tonnerre qui s'amplifia rapidement au point de devenir assourdissant comme un déferlement de fin du monde. Sûr que le retour des ogres était la cause de ce branle-bas, Dick-Pal rentra la tête dans les épaules, prêt à attendre le lendemain. Oui, les ogres revenaient. Mais combien d'ogres? Il en arrivait de partout, et laids et difformes avec ça. Certains promenaient en avant un ventre énorme gonflé comme une outre bien remplie. D'autres semblaient creux et secs comme de vieux troncs d'arbres. Leurs lèvres fendues ne parvenaient pas à cacher les crocs pointus qui menaçaient le ciel et les enfers. Leur bouche s'étirait sur une longueur de 2 mains, ou bien s'ouvrait toute noire comme une caverne béante. Leurs oreilles semblaient des champignons éclos sur des souches pourrissantes. Leurs cheveux, collés de graisse et de sang, se dressaient tout droit autour de la tête. Ils traînaient derrière eux, qui une cuisse de bétail, qui un cadavre humain. Le spectacle était effrayant. Et le vacarme aussi. La fameuse ogresse pénétra dans le salon de sa protégée et l'éveilla avec la baguette d'or. Fatiguée de sa chasse diurne, elle s'allongea, et le simple fait de se renverser en arrière ébranla tout le palais. Jusque vers 1h du matin, on n'entendit que des et des les monstres achevaient de se goinfrer de viande et de carcasses. Puis le calme vint, seulement troublé par le ronflement sonore sorti de ces énormes poitrines. Quand le voile de la nuit s'écarta, les ogres un à un s'éveillèrent en se grattant et en éternuant. Quand ils furent loin, de nouveau en chasse, Dick-Pal sortit de sa cachette, tout courbattu, et il courut auprès de sa bien-aimée. Il l'éveilla d'un coup de la baguette d'or. Il chercha un moyen de se débarrasser des ogres. On le sait, ceux-ci ne meurent pas sans raison. Leur heure sonne un jour pour une cause précise. Laquelle? La vieille ogresse devait bien le savoir. Donc, la nuit prochaine, mine de rien, il faudrait la faire parler. La jeune fille, qui répondait au nom de Meia, approuva le plan tout en se demandant comment pousser la vieille aux confidences. Le soleil déjà prenait sa grosse figure rouge du soir, glissant lentement depuis les sommets vers les profondeurs du couchant. Dick-Pal regagna son tas de feuilles, le cœur noué. Le tapage habituel marqua le retour des ogres. La mère adoptive de Meia jeta à sa protégée, pour dîner, une cuisse de buffle. Comment la pauvre petite eût-elle pu ronger un pareil morceau avec ses dents qui étaient comme une rangée de perles fines dans un écrin de velours? Elle se mit à pleurer doucement. La vieille gronda. « Petite sotte, mais pourquoi que tu pleures? Et puis tu manges pas? Le menu te plaît pas? » Meia pensa que le moment était venu de faire parler la vieille. « Si, je mange. C'est très bon. Mais je pleure parce que mes parents sont morts et je me sens bien seule maintenant. Que va-t-il m'arriver? » Qu'est-ce que tu dis? Je suis là, tu risques rien. Vous êtes bien vieille. Quand vous serez morte, les autres vont me dévorer moi aussi. À cette idée, la petite laissa couler des larmes sincères. Tu sais rien du tout. Tu dis des bêtises. Nous, les ogres, nous mourrons tous ensemble, car il n'y a qu'une seule heure pour nous tous. Alors, tu n'auras plus besoin d'être protégé, mais ce jour-là, il n'est pas près d'arriver. Allons, mange. Oui, je mange, vieille maman, Mais quoi encore? Ce que j'ai dit, ça te suffit pas? Si, mais comment cela arrivera? Ah, ça te regarde pas. Mange. C'est que tout de même, vieille maman, je serais tout à fait rassurée si j'étais sûre que cela ne peut pas arriver, car si vous mouriez, je serais triste.
La fillette devait sembler si désemparée que la vieille expliqua. Écoute, vers l'est, il y a un lac. En son centre se dresse une colonne de cristal. Si un humain réussit à la briser d'un seul coup, il en sortira 3 bourdons. L'un s'envolera vers le ciel, le second vers les enfers. Quant au 3e, si cet homme peut l'attraper et l'écraser entre ses doigts, alors s'ouvrira sous nos pieds notre tombe unique. Mais s'il tombe dans l'eau une seule goutte du sang de cet homme, celui-ci mourra aussitôt le crâne fracassé. Tu vois, nous n'en sommes pas là. Il ne va rien nous arriver. Vas-tu encore pleurnicher maintenant? Et puis, tu as assez rongé cet os. Il est tard, va dormir. On devine que la petite ne dormit guère. Quand le lendemain, elle put enfin, haletante, tout rapporter à Dick-Pal, celui-ci, confiant et sûr de lui, voulut partir sur le champ à la recherche du lac en question. La sentant inquiète, il tenta de la calmer, puis, sans se retourner, partit vers son destin. Vers l'est s'étalait en effet un lac majestueux. Ne gardant avec lui que son gourdin, il entra nu dans l'eau glacée et nagea jusqu'au milieu où scintillait le pilastre de cristal. Rassemblant ses forces et sa ferveur, d'un coup féroce, il abattit dessus son gourdin. Quel bruit! Oh, quel bruit! Cela ressemblait au rugissement du démon des océans. Des éclats s'envolèrent 3 bourdons. L'un monta à l'assaut de la nue, l'autre piqua vers les entrailles de la terre. Dick-Pal broya le dernier entre ses doigts. La terre se mit alors à trembler. De terribles secousses se succédèrent dans un grondement assourdissant. Les ogres, sans doute, étaient en train de culbuter dans la terre entr'ouverte. Leur règne criminel prenait fin. Dick-Pal s'en réjouit. Au palais, Meia crut qu'elle ne reverrait jamais son prince. Parcourue de frissons et de sanglots, elle était tombée à terre, lorsqu'une voix douce vint lui murmurer à l'oreille des mots de réconfort. Dick-Pal était devant elle, souriant. Elle entreprit de le couvrir d'une pluie de baisers. « Allons, Meia, il faut partir maintenant. Nous devons rassurer au plus vite mes parents, qui sont sans nouvelles de moi depuis plus d'1 an. » Le voyage de retour fut long et fatigant, et ce n'est que bien plus tard que, parvenus aux marges du royaume, ils purent se faire annoncer au vieux souverain. Ceux-ci avaient laissé couler des flots et des flots de larmes sur le souvenir de leur fils parti pour toujours, croyaient-ils. Et voici qu'il leur revenait, ce fils unique qui leur était plus cher que leurs propres yeux. À cette nouvelle, ils se sentirent flotter sur un océan de paix. À mesure que les jeunes gens approchaient du palais, le peuple se rassemblait derrière eux pour former un cortège de mariage. Deux religieux allaient par les routes, faisant leur quête. La nuit tombe pendant qu'ils se trouvent dans les montagnes. Il y a une caverne d'où sort un peu de lumière. « Hé, le maître de la maison !» appelle-t-il. « Nous donnez-vous l'hospitalité pour cette nuit ?»« Entrez !» dit une voix, et toute la montagne en retentit. Les frères entrent. Près du feu, il y a un géant qui n'a qu'un œil au milieu du front et qui dit « Entrez donc! Ici, il y a tout ce qu'il faut. » Il déplace alors un rocher que 100 personnes n'auraient pu ébranler
et en bloquent l'entrée. Les religieux sont tout tremblants. Je possède 100 brebis, dit Œil au Front. Mais l'année est longue, et il me faut épargner. Qui vais-je donc manger le premier? Le gros frère ou le petit frère? Tirez au sort. Les deux religieux jettent leurs doigts pour tirer au sort, et c'est le gros frère qui est désigné. Œil au Front le passe à la broche et le met à dorer sur la braise. En tournant la broche, il chantonnait « Ce soir le gros, demain le petit. Ce soir le gros, demain le petit. » Le petit religieux, entre la douleur que lui causait la faim de son compagnon et le souci d'éviter de subir le même sort, était en plein tourment. Quand le gros fut à point, Œil au Front commença à le manger, et il en passa une cuisse au petit pour que celui-ci pût y goûter. Et le petit feignit de manger, mais il rejetait la chair derrière son dos. Une fois qu'il eut bien dépouillé les os du gros frère, Œil au Front se jeta sur sa couche de paille. Le petit frère se blottit près du feu et fit mine de dormir, lui aussi. Quand il entendit Œil au Front ronfler comme un porc, il saisit la broche, en chauffa la pointe jusqu'au rouge et, fic, la lui ficha dans son œil unique. Aveuglé, le géant bondit. Il hurlait et remuait ses bras pour parvenir à attraper le petit religieux. Mais celui-ci courut se placer parmi les 100 brebis. Œil au Front tâtait les bêtes l'une après l'autre, mais le petit frère se déplaçait au milieu du troupeau, et Œil au Front ne parvenait jamais à le rattraper. Il dit alors « On verra bien quand il fera jour. » Alors, le petit frère, sans le moindre bruit, se saisit du mouton, l'écorcha et mit la peau du mouton sur son dos. Dès qu'il fit jour, Œil au Front enleva le rocher à l'entrée de la caverne et s'y installa pour tâter tout ce qui sortait. Il appelle d'abord le mouton, et le petit religieux s'avance, marchant sur les mains et sur les pieds et remuant sa clarine. Œil au Front lui caresse le dos et dit « Toi, tu peux passer. » Après quoi, il laisse les brebis sortir l'une après l'autre. Le petit frère, ravi et heureux, avait recouvré sa liberté. Une fois passées les brebis, et n'ayant rien trouvé, Œil au Front entreprit de fouiller la caverne. Le mouton écorché lui tomba sous la main. Ainsi s'aperçut-il qu'il avait pris pour un mouton le petit religieux, et il sortit de la caverne pour le poursuivre. Il s'avançait à l'aveuglette, humant l'air. Dès qu'il sentit sa présence proche, il cria « Petit frère, tu l'as emporté. Tu es plus fort que moi. Tiens cette bague, c'est le signe que tu as gagné. » Il la lui jette. Le petit frère la ramasse et la passe à son doigt. Or, c'était une bague enchantée. La bague, une fois à son doigt, le religieux tentait de s'éloigner d'Œil au Front et, au contraire, courait à sa rencontre. Plus il s'efforçait de le fuir, plus il s'en rapprochait. Il cherche à ôter la bague de son doigt, mais n'y parvient pas. Le voici à un poil d'être rattrapé. Alors, il se coupe le doigt avec la bague et le lui flanque au visage. Œil au Front ouvre la bouche et avale le doigt du petit frère. À l'instant, celui-ci se trouve libre. « J'y aurais goûté au moins, » dit-il. Loin d'ici, dans un lointain pays, tout au bord de la mer profonde, un vieux pêcheur vivait dans sa petite maison, avec sa vieille femme et son petit garçon. Il était très âgé, tout cassé, fatigué. Mais heureusement pour lui, il possédait un bateau magique.
Avec ce bateau-là, pas besoin de voile ni de rame. Il suffisait de monter dedans et de dire tout haut « Flotte, petit bateau !» Et le bateau filait jusqu'à la haute mer. Et une fois là, le vieux pêchait tant qu'il voulait. Quand il voulait revenir, il lui suffisait de dire « Reviens, petit bateau !» Et le bateau revenait tout seul jusqu'à la plage. Mais voilà qu'un beau jour, un mauvais jour plutôt, le vieux pêcheur tomba malade. Le père malade, ça voulait dire fini la pêche, plus de poissons, plus d'argent, plus de provisions dans la maison, rien à manger dans peu de temps. Le voilà donc qui se désole, et sa vieille avec lui. Mais le petit Jeannot, qui les entend, s'approche du lit de ses parents. « Si vous voulez, j'irai aujourd'hui à la pêche. »« Mais tu es trop petit, mon chéri. »« Pas du tout. J'ai 12 ans. Laissez-moi faire seulement. »« Allons, si tu y tiens, vas-y. Mais sois prudent. »« Merci, maman. Merci, papa. Tout ira bien, ne vous en faites pas. » Et voilà mon Jeannot parti avec les lignes, les filets, les asticots et tout ce qu'il faut. Il monte dans le bateau, comme il a vu faire à son père, et comme son père, il crie tout haut « Flotte, petit bateau !» Et le bateau flotte jusqu'à la haute mer, et Jeannot se met à pêcher. Sur le coup de midi, sa mère vient sur la plage avec un gros panier. « Jeannot, Jeannot, voici ton déjeuner. » Jeannot reconnaît sa voix. Il crie tout aussitôt « Reviens, petit bateau !» Et la barque obéit. Jeannot donne à sa mère le poisson qu'il a pris, elle lui donne son repas, il se repose, il mange, et quand il a fini... Flotte, petit bateau !» Il repart pêcher à nouveau. Or, il y avait dans ce pays une méchante ogresse qui habitait la forêt prochaine. Cachée derrière un arbre, elle avait tout regardé, tout épié, tout suivi, tout compris. À peine Jeannot repartit et la vieille rentrée au logis, la voilà qui se plante à son tour sur la plage et se met à crier d'une grosse voix tout éraillée « Jeannot, Jeannot, voici ton goûter !» Mais Jeannot ne s'y laisse pas prendre. Il se contente de chanter. Petit bateau, ne bougeons pas, c'est l'ogresse qui crie là-bas. Tiens, pense l'ogresse, déçue. Il n'a pas entendu. Elle crie encore plus fort, d'une voix toute cassée. « Jeannot, Jeannot, voici ton goûter !» Puis, elle prête l'oreille. Elle entend Jeannot qui chante à son bateau. « Petit bateau, restons ici, c'est l'ogresse là-bas qui crie. » Cette fois, l'ogresse a compris. Elle court jusqu'au village et va chez le forgeron. « Fais-moi une petite voix en or, comme à la mère de Jeannot. »« Et pourquoi donc ?» demande le forgeron. « Ça ne te regarde pas. Fais-moi une petite voix en or. »« J'aimerais mieux pas, dit le forgeron. Je suis sûr que tu as de mauvaises intentions. » Mais l'ogresse n'a pas le temps de discuter. « Fais-moi une petite voix en or, sans cela je te mange. »« Alors ?» dit le forgeron, et lui fait une petite voix en or. L'ogresse retourne sur la plage et se remet à crier. « Jeannot, Jeannot, voici ton goûter. » Cette fois, comme elle a une petite voix en or, Jeannot se laisse tromper et il s'écrie aussitôt. « Reviens, petit bateau. » Il s'échoue sur le sable et puis il passe à l'ogresse tout le poisson qu'il a pêché depuis tout à l'heure. Mais elle, au lieu de prendre le poisson, elle prend Jeannot par le fond de son pantalon, le fourre dans son grand sac et l'emporte avec elle au plus profond de la forêt. Arrivée devant sa maison, elle crie « Ma fille! Ma fille !» La fille de l'ogresse apparaît. Elle est plus jeune, plus jolie que sa mère, mais encore plus méchante, avec des dents plus longues et encore plus pointues. « Voilà, ma mère, que voulez-vous ?
Je t'apporte un petit Jeannot, mets-le au four tout de suite. Moi, j'ai encore des courses à faire. Nous le mangerons ce soir pour dîner. Entendu, ma mère? Et pendant que l'ogresse repart, la fille emporte Jeannot jusque devant le four à pain, et une fois là, elle lui dit « Couche-toi sur la pelle !» Jeannot se couche sur la pelle. La fille veut l'enfourner, elle pousse, mais elle n'y arrive pas. Jeannot a le pied gauche dedans et le pied droit dehors. « Couche-toi mieux que ça !» Bon, dit Jeannot. Il rectifie la position, la fille pousse encore, mais cette fois, il a le pied droit dedans et le pied gauche dehors. « Tu n'es donc pas capable de te coucher comme il faut !» dit la fille en colère. Excuse-moi, je suis un peu bête. Mais si tu me montrais, je comprendrais peut-être. C'est pourtant pas malin. Tiens, regarde. Et la fille, pour lui montrer, se couche dans la pelle, les pieds joints, les bras collés le long du corps. Jeannot alors pousse un grand coup, l'envoie dans le fond du four, retire vivement la pelle et referme la porte. Mais après cela, au lieu de partir, il grimpe dans un arbre et il attend le soir. À la tombée de la nuit, l'ogresse revient. Elle appelle. « Ma fille! Ma fille !» Personne ne répond. « Ma fille! Où es-tu donc ?» Toujours pas de réponse. « Tiens !» pense l'ogresse. Elle est partie. Et sans ma permission. En ce cas, tant pis pour elle. Je mangerai sa part. Elle va au four, trouve sa fille rôtie à point, la retire et la mange tout entière en ne laissant que les os. Après ça, toute heureuse, elle se campe devant la maison et se met à chanter en dansant. « Danse, danse, j'ai mangé Jeannot !» Mais Jeannot, de son arbre, lui répond sur le même air. « Danse, danse, tu as mangé ta fille. » Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? L'ogresse prête l'oreille. Plus rien. Bon, ça doit être le vent, songe-t-elle. Et elle se remet à sauter. « Danse, danse, j'ai mangé Jeannot. » Danse, danse, tu as mangé ta fille. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? L'ogresse regarde, écoute. Plus rien. Personne. Oh, voilà qui est bizarre. Elle se remet à chanter, mais cette fois sans danser ni sauter. Danse, danse, j'ai mangé Jeannot. Danse, danse, tu as mangé ta fille. Alors l'affreuse créature lève la tête et elle voit Jeannot, assis sur une branche, qui lui fait un pied de nez. Cette fois, elle a compris. « Ah, c'est donc toi, brigand, eh bien, attends un peu. » Et elle se met à ronger le pied de l'arbre. Mais le bois est dur, très dur, et elle se casse toutes les dents du haut. Et vite, elle court chez le forgeron. « Fais-moi des dents de fer. » C'est que, dit le forgeron, je ne sais pas si je dois... Fais-moi des dents de fer, sinon je te mange. Ah, en ce cas, dit le forgeron, et il lui fait des dents de fer. Vite, l'ogresse revient et recommence à ronger le pied de l'arbre. Mais le bois est dur, 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 et elle se casse toutes les dents du bas. Elle retourne aussitôt chez le forgeron. Fais-moi des dents de fer. Je me demande si j'ai bien le droit. Fais-moi des dents de fer, sinon je te mange. C'est bon, dit le forgeron. Et il lui fait encore des dents de fer. Et elle revient, et cette fois, finit de ronger le pied de l'arbre. Mais, au moment où l'arbre tombe, Jeannot saute sur l'arbre voisin. « Tu ne perds rien pour attendre, mon gars !» crie l'ogresse. Et elle ronge le deuxième arbre. Mais quand il va tomber, Jeannot saute sur un troisième. « Patience, mon garçon !» Et elle attaque le troisième arbre. Alors Jeannot commence à prendre peur. Les autres arbres sont trop loin pour qu'il y saute. Et s'il retombe à terre, l'ogresse aura vite fait de le rattraper, car elle court beaucoup plus vite que lui. Jeannot lève les yeux au ciel. Et par chance, il voit passer un vol de canards sauvages. Il appelle. « Canard, canard, emportez-moi !» Mais les canards répondent. « Tu es trop lourd pour nous.
Demande aux cannes qui viennent derrière. Quelques secondes plus tard, en effet, passe un vol de cannes. Cannes, cannes, emportez-moi. Oh, nous avons bien assez de nous-mêmes à porter. Demande aux petits qui viennent derrière. Et en effet, quelques secondes plus tard, passe une nuée de canetons. Petit canard, emportez-moi. Mais nous sommes tout jeunes, nos ailes nous soutiennent à peine. Si vous ne m'emportez pas, l'ogresse me mangera. Alors, pris de pitié, les canetons descendent et enlèvent Jeannot. Il était temps car l'arbre tombe. Le lendemain matin, dans la vieille maison, le pêcheur et sa femme sont à table. Bien que le vieux soit presque guéri et bien que la vieille ait fait des crêpes, c'est une triste matinée. « Où est Jeannot ?» soupire le vieux. « Nous ne le verrons plus, dit la vieille. L'ogresse l'a mangé. Allons, donne ton assiette. » Et elle commence à partager les crêpes. Une pour toi, une pour moi, une pour toi. À ce moment-là, une petite voix se fait entendre venant du plafond. « Eh bien, et moi alors ?» « Tu entends ?» dit le vieux. « C'est le vent, » dit la vieille. Et elle recommence à compter. Une pour moi, une pour toi, une pour moi. « Eh bien, et moi alors ?» C'est la voix de Jeannot, crie le vieux. « Penses-tu, répond la vieille, puisque je te dis que l'ogresse l'a mangé. » Et elle continue la distribution. Une pour toi, une pour moi, une pour toi. Eh bien, et moi alors ? Cette fois, il n'y a plus de doute. Les deux vieux sortent de la maison, regardent sur le toit, et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient Jeannot, leur fils, que les petits canards ont déposé cette nuit. Alors ils vont chercher l'échelle, Jeannot descend, et tous les trois rentrent enfin pour manger les crêpes.